Bienvenue à toutes et tous. On va recommencer cet après-midi avec une table qui s'appelle le Magasin du Monde et qui accueille les projets liés à l'axe technologie, logique marchande et vulnérabilité du GRIP. Donc, après avoir discuté de la circulation du savoir, de l'expertise globale et des nouveaux cosmopolitismes, on parlera de comment la mondialisation et le développement technologique sont à l'origine de multiples formes de vulnérabilité, mais aussi de la création de nouvelles stratégies et de nouveaux rapports de pouvoir au Sud. Pour cette table, on aura Bérénice Bon, Cecilia Passanti et Koichi Kameda. Bérénice, elle est au Kenya, elle est sur le terrain et elle nous donnera son exposition, elle fera son exposition de loin. Bérénice, elle est géographe chargée de recherche à l'IRD, attachée au CESMA, INELCO et à l'Université de Paris. Donc, Bérénice, salut. Vous pouvez commencer à parler. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous parler du projet GRIP, le marché global des véhicules d'occasion, que je coordonne avec Renaud Ourcade et Jessica Pourraz. Donc, je vous parle effectivement depuis Nairobi, le Kenya. Donc, je suis dans les 15 premiers jours de mon terrain. Donc, pour moi, les voitures d'occasion, c'est quelque chose de très nouveau. Je commence juste. Mais ce dont on est sûr, c'est que la voiture d'occasion, c'est bien un magasin du monde, une marchandise globalisée. Vous voyez là une carte des flux en 2020. En 2020, c'est plus de 23 millions de véhicules d'occasion qui ont été exportés. Si on regarde l'Afrique, où beaucoup de ces véhicules arrivent, les pays en jaune reçoivent des véhicules majoritairement d'Europe, les pays en bleu majoritairement du Japon. Donc, c'est bien un marché global, mais point important, ce marché n'est pas uniforme. La majorité des pays africains sont ouverts aux importations des véhicules d'occasion, mais chaque pays a déterminé l'âge maximum que ces véhicules peuvent avoir. Par exemple, prenons notre voisins, les Pays-Bas. Les Pays-Bas exportent en Syrie et en Sierra Leone des vieux véhicules de plus de 20 ans parce que les lois le leur permettent, mais au Maroc, seulement des véhicules de 9 ans ou en Égypte et en Éthiopie, seulement des véhicules de 12 ans. Et beaucoup de ces véhicules ne pourraient pas circuler sur les routes des grandes villes européennes car trop dangereux et trop polluants. Et c'est vraiment ça qui nous a amenés à ce projet GRIP, interroger derrière un magasin du monde un déséquilibre qui n'est pas seulement technologique, mais aussi environnemental et sanitaire. Parce que la pollution de l'air pose un grave problème de santé publique dans beaucoup de métropoles africaines. Donc, on va regarder comment au Bénin, au Sénégal et au Kenya, ces flux sont régulés et comment l'enjeu technique, sanitaire et environnemental de ce marché des véhicules d'occasion a été saisi par les pouvoirs publics dans ces trois pays. Alors, pour animer cette table ronde, je vous propose de nous transporter au Kenya, où 90% des véhicules privés utilisés sont des véhicules d'occasion importés et 80% de ces véhicules viennent du Japon. Mon premier cheminement de terrain, quand je suis arrivée, là, il y a une dizaine de jours, a été d'aller vers ceux qui incarnent ce magasin du monde, regarder la vie sociale et économique d'une marchandise globalisée. J'aurais pu vous parler d'Hamid. Hamid, il vient du Sri Lanka. Il a d'abord travaillé dans le commerce du diamant avec un oncle, puis en 1986, il part à Bombay vendre ses premières voitures. En 1996, Hamid part au Japon où il se spécialise dans la vente de voitures et il vit aujourd'hui à Nairobi. Via son entreprise, il importe chaque année 5000 véhicules depuis le Japon. Mais j'aurais pu vous parler aussi de ses deux frères pakistanais qui tiennent un showroom à Nairobi avec plus d'une trentaine de voitures qui viennent aussi du Japon. Mais il y a aussi John, Kenyan, qui en 2004 quitte Kitui, sa petite ville, et s'installe à Nairobi. John ouvre un garage et achète 2 voitures d'occasion. Puis, il poursuit aujourd'hui ce commerce et il vend à peu près chaque mois 2 ou 3 voitures et il assure des réparations.
Mais j'aurais pu aussi vous parler de Peter, kényan, la trentaine. Peter n'est pas un professionnel de la voiture, il a d'autres business, mais avec un petit crédit, il a importé 2 voitures en septembre du Japon. Il m'a assuré que vendre 2 voitures importées chaque mois, c'est s'assurer de quoi vivre. Donc, la première idée que je voulais avancer dans cette table ronde, c'est qu'il faut sûrement sortir d'analyses trop souvent dualistes de ces marchés, opposant grandes firmes transnationales dominantes et acteurs locaux. Pour ce marché global, on est face à un continuum de pratiques avec des entreprises, des individus qui, certes, ne mobilisent pas les mêmes volumes financiers, les mêmes circuits internationaux, ne vivent pas les mêmes risques, mais je m'aperçois au fil du terrain qu'ils s'appuient sur des infrastructures et des chaînes d'action communes. Et ça m'amène à un autre point de réflexion sur le magasin du monde, qui est les chaînes d'approvisionnement et quelle dépendance elles créent pour cette diversité d'entrepreneurs. En gros, pourquoi on me répète depuis 15 jours, tu vois bien, à Nairobi, il n'y a que des Toyota. Hamid, John, Peter m'ont tous initié au site web des plus grands exportateurs japonais comme SBT, mais aussi aux places d'enchères, à Osaka, à Tokyo, où depuis les années 1990, ils peuvent acheter des voitures. Et depuis ces années 1990, des liens se sont tissés entre sociétés et individus kényans et japonais. Cette méthodologie de partir d'un objet, les voitures d'occasion, pour remonter une filière, me fait entrevoir pas à pas le pouvoir des firmes dans les pays exportateurs, ici le Japon, et la digitalisation qui rassemble ces entrepreneurs aux capitaux très divers. Et il faut bien comprendre aussi la nature du bien qui circule. Au Japon, les voitures ne sont assurées que le week-end, car les gens utilisent les transports publics la semaine. Donc, une voiture d'occasion japonaise garde un kilométrage peu élevé, et ça se vend bien. Et au Japon, on passe à l'hybride, à l'électrique. Donc, l'obsolescence technologique crée aussi ce marché. Ce que je vois aussi, c'est comment une marchandise globalisée produit ses propres marchés. À Nairobi, la majorité des garages où je me rends ont des franchises pour fournir des pièces Toyota ou Nissan. Mais si vous avez une Peugeot à Nairobi, vous attendez 2 mois pour recevoir une pièce de rechange. Et si vous achetez un véhicule hybride ou neuf, certes moins polluant, alors c'est encore plus difficile et plus cher. Et un bien marchand global, c'est aussi un appareil logistique qui crée lui aussi des sentiers de dépendance, du cargo à l'entrepôt, à la ville. Donc, un magasin du monde, ce sont toutes ces géographies emboîtées. Alors, bien sûr, il y a aussi des chemins moins empruntés, des chemins de traverse. On me raconte des importations de véhicules d'occasion d'Afrique du Sud, de Thaïlande, de Singapour. On me raconte aussi le circuit de vieux véhicules achetés au Burundi, où les réglementations sont moins rigides qu'au Kenya. Et ça me conduit au dernier élément que je voulais mentionner sur la fabrique du magasin du monde et qui est au cœur de notre projet GRIP. Qu'est-ce qui explique la variabilité entre pays de ces normes et de ces standards qui ont des impacts environnementaux et sanitaires? Après, je vois qu'il y a un petit décalage dans les slides, vous m'excuserez. Après la vie donc sociale et économique de ce marché, on va tourner notre regard vers la vie politique de cette marchandise globalisée. Ça va nous amener à questionner les contextes économiques, politiques et industriels et les intérêts dans lesquels s'inscrivent ces contraintes réglementaires. À Nairobi, on me parle à chaque fois de ce certificat que vous voyez, indispensable à chaque voiture importée et qui est rédigé par le pays exportateur. Ce document est nécessaire aux douanes kenyanes, aux assurances ou pour le paiement des taxes. Donc, il s'agit aussi de contrôler les flux financiers. Et sur le terrain, je vois comment des entreprises japonaises se sont positionnées dans ce marché de la certification et ont obtenu des licences du Bureau des standards kenyans. Au Kenya, comparé à d'autres pays africains, la flotte de véhicules d'occasion importés est plutôt récente. Ce certificat impose depuis 2010 qu'un véhicule ne doit pas être plus âgé que 8 ans.
Mais en 2019, donc il y a 2 ans, le gouvernement kényan a annoncé qu'il ne sera plus possible d'importer des véhicules de 8 ans, mais seulement de 3 ans, jusqu'à la fin complète des importations en 2024. Et vous voyez aussi sur cette slide, donc ça c'est une photo d'archives de 2019, les présidents français et kenyans dans une des chaînes d'assemblage de Peugeot qui vient juste de s'installer au Kenya. La plupart des pièces restent importées d'Europe. Donc, au Kenya, la réduction des importations via cette mesure de l'âge prend son sens dans une stratégie industrielle pour booster l'assemblage local des véhicules et à long terme la production locale. Mais le principal syndicat des importateurs a résisté, manifesté et a fait reculer le gouvernement en mettant en avant l'enjeu économique. Bannir les importations, c'est empêcher les gens d'acheter une voiture, car une voiture neuve, c'est trop cher, mais surtout, ça casse des milliers d'emplois. Donc, on voit des tensions constantes dans ces magasins du monde pour recomposer les flux, ici autour d'une stratégie industrielle, mais qui fait face à des résistances portées par ces divers entrepreneurs qui se sont appropriés ce marché global. Bon, donc il y a plusieurs pistes de recherche avec une méthodologie en mouvement, en fait, on voit bien, constant, comme cette marchandise globalisée. Mais ce que je veux faire dans les prochains mois, là, c'est ramener la focale à hauteur de la ville. Comment l'enjeu de la pollution de l'air et des émissions du trafic routier prend sens dans un environnement urbain et dans des politiques urbaines. Quelles sont les priorités d'investissement? Les piétons, les voitures privées, les transports publics? Comment sont produites les mesures d'émissions? Et quelles sont les actions des administrations locales dans un contexte de forte présence d'organisations internationales à Nairobi sur ce sujet et dans un contexte d'inégalité face à la pollution et d'inégalité face à l'accès des voitures privées? Et je termine sur ce panneau installé à Nairobi il y a 2 mois. Donc, c'est le premier panneau dans les villes, là, enfin, en tout cas par rapport au Bénin et au Sénégal, qui donne en temps réel la pollution de l'air sur une des routes très fréquentées de Nairobi. Il a été installé par l'agence onusienne en charge de l'environnement, UNEP, dont le siège est à Nairobi, en partenariat avec l'Agence nationale de l'environnement et la plus grosse firme de télécommunications et de paiement en ligne privée, Safaricom, avec des données de IQR, un institut qui est basé en Suisse. Donc voilà, en fait, je vais retomber dans un magasin du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bérénice. On passe la parole à Cécilia. Cécilia, elle est anthropologue, spécialiste en études africaines et histoire de la science et philosophie de la science. Elle est maintenant doctorante à l'Université de Paris dans le cours de sciences, technologies et société. C'est ça? Très bien. C'est à toi. Merci, Mariana. Bonjour, je m'appelle Cécilia et j'écris une thèse sur les machines à voter en Afrique, c'est-à-dire sur la manière dont l'État africain numérise de plus en plus ses processus électoraux dans le but au pas d'en moderniser les fonctionnements. Donc aujourd'hui, dans ces 10 minutes, je vais vous présenter brièvement cet objet, donc la machine à voter, la perspective à partir de laquelle je le regarde, et je vais essayer de vous montrer plusieurs manières de voir cet objet qui peut apparaître situé, donc la machine à voter en Afrique, et de montrer comment, loin d'être situé, est un objet global. Donc, l'histoire de la modernisation du vote est une histoire ancienne et globale. Elle remonte au XVIIIe siècle aux États-Unis, où on voit apparaître les premières machines à voter à levier mécanique. Mais c'est après le 9 septembre 2001, c'est-à-dire après la période qui suit les attentats du 9 septembre, qu'on voit se diffuser, surtout en Afrique subsaharienne, une nouvelle technologie qui s'impose comme technologie de vote. Et c'est la biométrie. La biométrie est une technologie qui a été inventée et qui est surtout utilisée dans des contextes policiers, donc pour identifier, poursuivre les criminels. Et elle permet notamment de contrôler l'accès des personnes
à des espaces et à des fonctions. Donc, pour rentrer dans un pays, ils vont nous demander d'être enregistrés dans une base de données. Ou pour rentrer dans votre ordinateur, il va falloir donner votre empreinte digitale. Donc, et cette identification se fait à partir des caractéristiques biologiques des individus, donc les empreintes digitales. Cette technologie est une technologie qui n'est pas seulement utilisée par la police et pour les contrôles des frontières, mais elle est aujourd'hui vendue et produite par des entreprises multinationales comme une technologie de promotion de la démocratie. Donc elle est utilisée dans les contextes des élections pour contrôler l'accès des citoyens aux listes électorales et au vote. Donc comment ça se fait, comment ça s'est produit qu'une technologie de sécurité devient une technologie de promotion de la démocratie? Donc est-ce qu'il y a une transformation dans la technologie même ou est-ce que la pratique sécuritaire et la pratique électorale ont des qualités en commun? Donc, dans ma thèse, je cherche à répondre à ces questions à partir des deux terrains d'Afrique subsaharienne qui sont le Kenya et le Sénégal. Mais les réponses que je trouve sur ces terrains nous informent non seulement sur ces deux terrains, sur ces deux contextes, mais sur la mise en marché, sur la mise en technologie des problèmes politiques. La perspective à partir de laquelle... maintenant, je vais vous présenter brièvement la perspective à partir de laquelle j'observe cet objet. En fait, la machine à voter et la biométrie ont été largement étudiées par les sciences politiques sous l'angle des élections, c'est-à-dire pour comprendre l'influence de ces machines sur la participation électorale, sur les résultats, sur le bon déroulement du vote. Donc, la littérature se concentre dans le contexte du vote lui-même. Et dans ma thèse, et on partage cette perspective avec le groupe des Technology Globalization from Below qui est ici représenté. J'adopte une perspective qu'on peut qualifier du par les bas, donc une analyse de la technologie par les bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier la fonction de la technologie, c'est-à-dire dans mon cas les votes, dans le cas des Bérénice la circulation routière, on étudie les contextes de sa production. Donc c'est par les bas, dans le sens qu'on essaye de comprendre la construction de l'objet technique et la technologie comme fait social. Donc comment elle s'est produite, par quels acteurs, en passant par où et pourquoi en faire. Donc si on ouvre la boîte noire de ces technologies, la machine à voter apparaît comme un objet global. Tout d'abord parce qu'elle est constituée de matériaux et logiciels produits dans les endroits les plus divers du monde, selon des logiques de spécialisation nationale. Donc la pousse et les écrans des machines à voter sont souvent produites en Chine et en Asie. Les logiciels de reconnaissance des patterns, qui c'est le logiciel de la biométrie, est souvent produit en France, qui est connu pour avoir une longue tradition en mathématiques appliquées et qui compète avec des entreprises d'Europe de l'Est et des États-Unis. D'autre part, la machine à voter est un objet global dans un sens plus strictement nord-sud. C'est-à-dire que les composantes de la technologie sont achetées sur les marchés globaux et assemblées par des grandes entreprises multinationales de l'identité numérique. Donc en France, vous connaissez peut-être Gemalto, Thales, Idemia, etc. Et ces entreprises ont une forte composante européenne. Donc les produits qu'elles fabriquent est destiné à être vendu à des publics très particuliers. Ce sont les pays où l'identification des citoyens, les élections et la démocratie posent problème, c'est-à-dire qu'elles sont contestées. Donc ces entreprises font du commerce sur un terrain très sensible. Elles capturent une question politique à laquelle elles vendent une solution technologique clé en main. Cette dimension nord-sud, c'est-à-dire d'une technologie qui est vendue par les nord, qui va coloniser les sud, j'exagère. Bon, je ne sais pas si j'exagère, mais... Donc cette dimension nord-sud est complexifiée et remise en discussion de manière récurrente par beaucoup d'éléments. Et certains dérivent du fait que la machine à voter est une technologie très sociale. Dans le sens qu'elle n'est pas un objet qu'on peut vendre aux États africains et partir avec l'argent. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut organiser et entretenir.
comme l'élection en fait. C'est un événement qui demande beaucoup de travail, de gestion et maintenance. Donc pour mettre en place des machines à voter, je cite, il faut former les personnels locaux à la technologie, avoir des camions pour déplacer les gens, distribuer les machines dans les bureaux de vote, employer des IT et les envoyer aux 4 coins du pays pour le support technique. Donc, pour faire ça, donc pour faire avec les terrains, les grandes entreprises de l'identité numérique adoptent plusieurs stratégies. Donc, la première, c'est d'employer du personnel ou une entreprise locale qui connaît les terrains, qui signifie connaître les pays, l'administration du pays dans lequel ces entreprises étrangères interviennent. La deuxième stratégie pour faire avec les terrains est de se spécialiser elle-même dans ces terrains. Donc, on va trouver des entreprises qui, pour avoir des clients qui sont les États africains, vont mettre en avant le fait qu'elles connaissent les terrains africains, mobilisant l'expérience acquise dans le passé sur les continents. Donc, on a déjà fait ça au Congo, on a déjà fait ça au Niger, on connaît l'Afrique. Mais ils vont aussi mobiliser l'expérience acquise dans d'autres pays dits des Sud. Donc, on a déjà fait ça au Mexique, en Estonie, donc on voit l'Europe de l'Est. Cette dimension de gestion des projets porte les terrains africains à rentrer dans les démarches commerciales des entreprises, dans leur stratégie de vente et dans la conception de la technologie même, qui aura des formes et des fonctions pensées pour être adaptées au terrain africain. Donc, et c'est cela que j'interroge dans ma thèse, c'est-à-dire la manière dont les terrains et les savoirs du terrain redessinent la pratique des entreprises, la conception de la technologie et en ultime la pratique de l'industrie numérique. Merci.